À Paris, dans le 16e arrondissement, une maison de pierre claire repose aujourd'hui derrière des arbres immobiles. Les volets sont tirés, le jardin semble s'être arrêté quelque part entre l'automne et l'hiver, et le silence, lourd, presque respectueux, recouvre la façade comme un voile ancien. C'est ici, dans cette demeure discrète de l'avenue Foch, que Fernandel, l'un des visages les plus aimés du cinéma français, s'est éteint le 26 février 1971. Aucun projecteur, aucun plateau de tournage, seulement une chambre sombre, une respiration qui s'éteint et une maison devenue témoin muet d'un départ que la France n'était pas prête à accepter. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à plusieurs millions de francs, l'équivalent aujourd'hui d'environ 5 à 7 millions d'euros. Une richesse bâtie sur une carrière immense, plus de 150 films, des tournées, des pièces de théâtre, une popularité écrasante, un rire devenu patrimoine national. Et pourtant, dans cette maison parisienne figée dans un froid matinal, cette somme semble soudain dérisoire, car rien, ni l'argent, ni les trophées, ni les affiches qui tapissaient autrefois son bureau, ne peut remplir le vide laissé par l'homme. Dans la chambre où il a rendu son dernier souffle, on raconte que la lumière entrait faiblement par une fenêtre entr'ouverte. Sur une table, un chapelet qu'il gardait toujours près de lui. Sur un fauteuil, un gilet posé comme s'il comptait se lever encore une fois. À l'étage, ses photos de tournage, jaunies, observèrent la pièce comme les fantômes d'un passé trop lumineux pour appartenir au présent. Entre la gloire tonitruante de Fernandel et le silence glacé qui règne aujourd'hui dans sa demeure, une question s'impose. Comment un nom aussi immense peut-il s'éteindre dans un lieu désormais si immobile? 2 Fernand. Joseph Désiré. Contandin, que la France entière appellera un jour Fernandel, naît le 8 mai 1903 à Marseille, dans une famille modeste. Enfant, il observe déjà le monde avec un mélange de malice et de douceur. Sa mère travaille dur, son père chante dans des cabarets. La scène, l'énergie populaire, le rire partagé, tout cela façonne très tôt son imaginaire. Il n'a pas encore compris qu'il deviendra l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma européen. À l'adolescence, il quitte les bancs de l'école pour aider sa famille. Il enchaîne les petits travaux, mais la scène le rattrape toujours. Son sourire immense, son physique singulier, cette façon unique d'habiter l'espace font de lui un comédien inné. Il débute dans les music halls, amuse le public, improvise, invente, charme. Rapidement, il attire l'attention des producteurs et metteurs en scène. Le cinéma l'appelle. Dans les années 1930, tout bascule. Fernandel devient une star. Il joue dans Ignace, François Ier, La femme du boulanger, Topaz, et bien d'autres films qui marquent durablement le public. Son visage allongé, son sourire inimitable, sa voix chaleureuse deviennent une signature, une présence, une certitude. Il ne joue pas, il existe. Le public ne va pas voir un film, il va voir Fernandel. La consécration arrive avec son rôle mythique du curé Don Camillo, dans la série de films adaptés de l'œuvre de Guareschi. Son interprétation vibrante, humaine, drôle, bouleverse toute l'Europe. Cette silhouette noire avançant sur une place italienne devient un symbole. On rit avec lui, on pleure avec lui, on croit en lui. Mais derrière cette ascension spectaculaire, une fatigue plus intime commence à naître. La célébrité lui offre tout, mais exige tout aussi. La pression, le rythme, les tournages incessants, l'attente du public. Fernandel garde le sourire, mais ce sourire semble parfois se fissurer sous le poids de la lumière. Son succès est immense, sa place dans l'histoire du cinéma est acquise. Mais derrière les applaudissements, derrière la caméra, un autre récit commence à se former, plus discret, plus sombre, plus fragile, mais derrière les projecteurs, un autre récit se dessinait. 3. Dans les dernières années de sa vie, Fernandel ralentit. L'homme qui avait habitué le public à un rythme effréné, tournage, pièces de théâtre, apparitions publiques, commence à disparaître doucement des écrans. Connu pour son rire, son énergie et son regard pétillant, il semble désormais porter sur ses épaules une fatigue nouvelle, plus lourde, presque invisible mais constante. Sa maison de l'avenue Foch devient alors son refuge. Une demeure élégante, mais silencieuse, où chaque pièce lui rappelle une époque où tout allait trop vite, trop fort. Dans le salon aux boiseries claires, les photos de tournage sont alignées comme les pages d'un album figé. Dans le bureau,
Les scénarios entassés témoignent d'une créativité qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Pourtant, Fernandel passe de plus en plus de temps assis près de la fenêtre, observant les passants, le ciel, les arbres qui se balancent doucement. La maladie commence à s'imposer. Au début, ce ne sont que des douleurs, des essoufflements, une fatigue persistante. Puis, les médecins confirment un diagnostic grave, un cancer de la plèvre. Une phrase lourde, tranchante, qui vient briser l'élan d'un homme habitué à tout affronter avec humour. Fernandel continue à sourire, mais son entourage voit bien que ce sourire est devenu plus fragile. Il refuse de quitter Paris, refuse de s'éloigner de sa maison. Il veut rester dans ce lieu où il a vécu ses plus beaux succès, où ses enfants ont grandi, où sa vie a pris forme. Il marche lentement dans les couloirs, pose parfois une main sur un meuble, comme pour y chercher un appui, un souvenir, un souffle du passé. Le soir, les pièces s'assombrissent trop vite. Le rire qui résonnait autrefois dans la maison se fait rare. À table, il parle moins, se lève plus tôt, s'isole dans sa chambre où la lumière tamisée crée un halo doux autour de lui. Il écrit encore parfois, quelques lignes d'un projet qu'il ne réalisera plus. La maison semble comprendre. Elle respire avec lui, ralentit avec lui, s'assombrit avec lui. Chaque bruit devient un écho, chaque pas une mémoire, chaque silence une présence. Et un jour, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, le silence commence à prendre plus de place que l'homme. C'est dans cette maison que le silence a fini par gagner. Le 26 février 1971, Paris est plongé dans un froid discret. Dans sa maison de l'avenue Foch, Fernandel repose dans sa chambre, affaibli par des mois de lutte silencieuse contre la maladie. La respiration est courte, hachée, comme un moteur qui s'essouffle après une longue route. Depuis plusieurs jours, il ne quitte plus son lit. Le monde extérieur, autrefois si bruyant, semble désormais si loin qu'il n'existe presque plus. La chambre est calme, baignée d'une lumière pâle filtrant à travers les rideaux épais. Sur la table de chevet, un verre d'eau, un chapelet usé, une photo de sa famille. Les objets semblent veiller sur lui, immobiles, comme les témoins muets d'une vie immense. Sa famille approche, parle à voix basse, retient ses larmes. Fernandel entend encore, mais répond rarement. Il sourit parfois, d'un sourire minuscule, celui de quelqu'un qui sait que le rideau final est proche. Vers la fin de l'après-midi, son souffle devient irrégulier. La pièce se contracte, se densifie. On a l'impression que même l'air retient sa respiration. Et soudain, dans un silence presque religieux, la vie s'arrête. Fernandel, l'homme qui avait fait rire toute la France, quitte le monde dans une paix fragile, presque timide, sans bruit. La nouvelle se répand en quelques heures. Les journaux paraissent en édition spéciale. Les radios interrompent leur programme. La France entière, qui avait fait de lui un compagnon de route pendant plusieurs décennies, reste sidérée. On parle d'un monument disparu. On évoque ses films, ses rôles, ses répliques cultes. Mais derrière les hommages officiels, un sentiment plus intime plane, celui d'un vide que personne ne pourra vraiment combler. Pendant ce temps, dans la maison, rien ne bouge. Le lit garde encore la forme de son corps. La lumière s'éteint lentement sur les murs. Et le silence, ce silence que Fernandel avait toujours tenté de faire disparaître par son rire, remplit la pièce avec une intensité presque palpable. Un départ calme, presque humble, pour un homme dont la carrière avait été un éclat continu. Pourquoi tant de silence autour d'un nom si grand? 5. Après la mort de Fernandel, la maison de l'avenue Foch se transforme en un lieu suspendu, où les pas des proches résonnent avec une lenteur inhabitée. La chaleur du rire, autrefois omniprésente, s'est évaporée, laissant derrière elle une atmosphère étrange. Un mélange de respect, de nostalgie et d'incompréhension. Comment un homme qui avait apporté tant de joie pouvait-il laisser une demeure si silencieuse? Le notaire arrive. Les membres de la famille s'assoient autour de la grande table du salon, là où Fernandel recevait autrefois ses invités. Les rideaux sont tirés. Une lumière douce tombe sur les papiers étalés devant eux. La succession commence. La fortune de Fernandel, convertie à la valeur actuelle, atteint environ 5 à 7 millions d'euros. Une somme conséquente, mais loin de refléter l'immensité de sa carrière. Il possédait plusieurs biens immobiliers,
des terres en Provence, des droits sur ses films, ainsi que des placements financiers accumulés au fil des décennies. Une richesse bâtie non pas sur le luxe, mais sur la constance du travail, la discipline et l'amour qu'il portait à son métier. Une partie importante est léguée à sa famille, son épouse Henriette, ses enfants Josette, Janine et Franck. Mais ce qui bouleverse le plus les héritiers n'est pas l'argent, ce sont les objets. Dans son bureau, les proches découvrent des dizaines de scénarios à noter, des lettres de fans datant des années 40 et 50, soigneusement rangées, des photos prises sur les tournages de Don Camillo, une boîte contenant ses pipes préférées, et, rangée dans un tiroir secret, une série de carnets où il avait noté ses pensées les plus intimes. Ces carnets révèlent un homme plus complexe que le personnage public, parfois sombre, souvent inquiet, fatigué par la pression du succès, mais animé d'un amour profond pour sa famille et pour le cinéma. En explorant la maison, les héritiers entrent dans sa chambre. Le lit est encore défait. Sur la table de nuit, le chapelet qu'il tenait au moment de sa mort. Dans le dressing, des costumes impeccablement rangés, certains encore imprégnés de l'odeur de tabac qu'il portait toujours avec lui. La pièce la plus bouleversante reste le salon. Les murs sont couverts de portraits. Fernandel jeune, Fernandel au sommet de sa gloire, Fernandel aux côtés de Bourvil, Fernandel en Don Camillo. Chaque cadre semble regarder ceux qui entrent, comme si le passé refusait de lâcher prise. Une question revient, obsédante. Qu'est-ce qui reste vraiment lorsque la lumière s'éteint? L'argent? Les biens? Les films? Ou la trace intangible d'un rire qui a marqué des générations? La succession se clôture après plusieurs semaines. Les papiers sont signés, les biens répertoriés, les objets répartis. Mais quelque chose demeure dans cette maison, une présence légère, presque imperceptible, comme si Fernandel, l'homme de lumière, hésitait encore à quitter définitivement le lieu qui avait vu ses dernières heures. Peut-on vraiment posséder ce qui nous échappe après la mort? Les portes se referment doucement. Le salon s'assombrit. Et la maison, désormais orpheline, reste immobile, comme si elle retenait encore un peu du rire qui l'avait habité. 6. Dans la maison silencieuse de l'avenue Foch, il ne reste plus aujourd'hui que des traces, une odeur de bois ancien, un éclat de lumière sur un meuble, une photographie oubliée sur une étagère. Les couloirs, autrefois animés par les pas rapides de Fernandel et par son rire tonitruant, semblent désormais trop vastes, trop calmes, presque flottants. On dirait que le temps lui-même hésite à circuler dans ces pièces qui ont tant vécu. Fernandel a traversé la France comme un rayon de soleil. Il a apporté à des générations entières une chaleur simple, humaine, presque familiale. Dans ses films, il faisait rire. Dans la vraie vie, il faisait du bien. Et pourtant, sa fin fut discrète, presque effacée, comme si la lumière avait choisi de s'éteindre doucement, pour ne pas effrayer ceux qui l'aimaient. Sa fortune, ses biens, ses souvenirs matériels ne sont que des ombres face à l'immensité de ce qu'il laisse derrière lui. Son véritable héritage est invisible. Un sourire gravé dans la mémoire collective, une présence tendre, une voix que l'on croit encore entendre lorsque le vent traverse les rues de Marseille ou de Paris. Lorsque la nuit tombe sur l'avenue Foch, la maison se dissout dans l'obscurité. On pourrait presque imaginer une silhouette s'approcher de la fenêtre, ajuster sa veste, esquisser un sourire. Un mirage, une illusion, ou peut-être simplement le souvenir persistant d'un homme qui n'a jamais vraiment quitté la scène. Et au milieu de ce silence immobile, une question demeure. Le vrai héritage, est-ce ce qu'on possède ou ce qu'on inspire? La lumière baisse, le rideau tombe, et une vérité demeure, douce et profonde. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.